C'est incroyable de voir Donald Trump s'attribuer le mérite de ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Nous savons que CNN a rapporté, Andrei, qu'ils ont utilisé 25% de leurs missiles en 12 jours de guerre. Eh bien, je veux dire, la plupart des gens, et encore une fois, n'oubliez pas, il existe un dicton très célèbre, et il est absolument vrai. Pendant que les amateurs parlent de tactique, les professionnels parlent de logistique. Vous savez, c'est pareil ici. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas toutes ces images amusantes et très attrayantes d'explosions, tous ces avions de chasse qui volent et ce genre de choses. C'est bien joli, et il faut évidemment agir de manière tactique. Mais les vraies guerres se gagnent. C'est une évidence que toute personne ayant une véritable expérience militaire comprend au niveau opératif tactique. Sur le plan opérationnel, l'OTAN occidentale, Israël fait partie de l'OTAN, même si ce n'est pas officiellement le cas. Tous ces PAC 3, ESPAD, Arrow 1, 2, Twith et tout le reste, c'est de la camelote hors de prix. En gros, quand on regarde même, et c'est vraiment drôle, l'Institut juif pour la sécurité nationale de l'Amérique, on se dit waouh. Mais oui, ils ont effectivement rédigé ce rapport. Et l'efficacité au combat, ou plutôt son absence, des défenses israéliennes et américaines là-bas, eh bien c'est 35%. C'est littéralement comme si vous n'aviez pas de défense aérienne. C'est à ce point-là. Mais les implications et les conséquences de tout ça, on ne peut pas les expliquer à un fanboy ou une fangirl qui regarde toutes sortes de films et de vidéos sur, oh oui, les trucs verticaux, vous savez, ces équipes SEAL, CJ, ou peu importe. Regardez ça, comme c'est cool. Ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas la véritable guerre. Ils ne comprennent pas ce qui est fait, ni comment elle se mène. Et donc, en conséquence, nous savons maintenant ce que nous savions depuis toujours, j'en écrivais depuis 10 ans, en ce qui concerne la défense aérienne et la défense antimissile, les États-Unis, et encore moins l'Europe, ne sont même pas dans le même univers. Oubliez la même galaxie que, par exemple, les Russes. Et cela leur fait évidemment beaucoup de mal. Même la défense aérienne sabotée par les Iraniens pendant la guerre de 12 jours, comme ils l'appellent, la guerre du sida, en somme. Même après les 10 premières heures de sabotage, à la fois électronique et physique, par les groupes de reconnaissance et de sabotage d'Israël et la soi-disant opposition iranienne, ou peu importe, ont été surmontés. Elle fonctionnait déjà à environ 70% de son efficacité à ce moment-là, ce qui est, je veux dire, comparé à ce qu'Israël a fait, vraiment 2 fois mieux, pour rester modéré évidemment. Et c'est justement le sujet sur lequel j'écris depuis presque 10 ans maintenant, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Ne comparons même pas. Ce n'est même pas juste de comparer ce que, par exemple, les Russes proposent aujourd'hui sur le marché international, sans même parler de ce que les Russes réservent à leur propre usage, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la soi-disant défense aérienne. Ce n'est pas comparable. Franchement, c'est pathétique. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est la capitulation du Yémen. Oui, la capitulation du Yémen et le fait que ce soit en réalité Israël qui a supplié les États-Unis d'intervenir, d'arrêter parce qu'ils étaient à bout. Et l'Iran les malmenait tellement, même avec des choses retouchées sur Photoshop. Mais sans Photoshop, quand on regarde ce qui a été infligé à Israël, ils n'avaient jamais connu quelque chose de semblable. Et l'Iran n'a même pas commencé à y aller à fond. Et cela démontre à quel point tous ces concepts et doctrines de guerre de l'OTAN sont déconnectés, principalement ceux des États-Unis, car Israël est essentiellement un rejeton de beaucoup de ces concepts. Leur organisation et leur équipement sont essentiellement américains, à l'exception de certaines parties de l'équipement de Tsahal,
comme certains véhicules et choses de ce genre. L'armée de l'air est entièrement américaine. La défense aérienne est entièrement américaine. Donc le commandement et le contrôle reposent principalement sur tous ces principes et sur une partie du matériel provenant des États-Unis. Par conséquent, vous l'avez vu vous-même, le monde l'a vu. Et oui, c'est juste, si ce n'est pas risible, ils se demandent, sont-ils sérieux? Et c'est pourquoi tout le monde comprend qu'ils sont des tigres de papier. C'est pourquoi les États-Unis, par exemple, privilégient l'arme nucléaire. Parce que je l'ai signalé. J'ai écrit 4 livres à ce sujet. Sur le plan conventionnel, les États-Unis sont extrêmement faibles. Et c'est pourquoi ils sont toujours dans ce jeu de chantage à peine voilé, qui en réalité ne fonctionne plus parce que la Russie a l'avantage, surtout en ce qui concerne les systèmes de livraison. Donc oui, quand je dis que l'Occident uni dirigé par les États-Unis, a perdu la course aux armements, ce n'est pas de l'hyperbole. Je le pense vraiment. Nous observons l'écart technologique qui ne fait que s'élargir. Il ne sera pas comblé dans certaines technologies militaires cruciales, et encore moins au niveau opérationnel. Les Russes en sont conscients. J'ai lu le dernier rapport, ce qu'on appelle la revue Troïka, de l'opération militaire spéciale, qui était commandée par M. Kovolik, un ancien biologiste. Il était le commandant suprême des forces. Ils ont donc compilé ce document sur l'opération militaire spéciale. C'est un immense cas de dépit à Popa. Mais disons-le ainsi, on regarde cela et on se rend compte qu'on n'apprendra rien. Ils ne comprennent pas qu'ils sont bloqués en 1990, alors que le monde, et surtout des armées comme l'armée russe, ont avancé et combattent déjà en 2025. L'armée ukrainienne, même aujourd'hui dans son état pratiquement détruit, est meilleure que n'importe quelle armée de l'OTAN. C'est aussi simple que cela. Je me souviens, quand ils ont décidé d'envoyer le système THAAD en Israël, ils disaient que ce serait différent. Et nous ne l'avons pas donné à l'Ukraine. C'était censé être quelque chose d'important pour Israël. Mais au final, Andrei, rien de concret n'est sorti de ces discussions. On peut même comprendre pourquoi ils ne l'ont pas envoyé à l'Ukraine, parce qu'ils n'avaient pas tant de missiles ou d'intercepteurs que ça. Oui, et n'oubliez pas, en plus d'essayer d'arrêter l'assaut ou les tirs de l'Iran si vous préférez, ou les frappes, il y avait les destroyers, des destroyers de classe Arleigh Burke, qui disposent de 96 cellules, un système de lancement vertical Mk-41. Ils utilisaient donc des SM-3, ou plutôt ont essayé du SM-3 en mode anti-balistique contre les missiles iraniens. Mais comme je l'ai déjà dit, dans l'ensemble, l'Iran a tout simplement percé, je veux dire de façon spectaculaire. Manifestement, c'était pas efficace non plus. Et donc on a aussi vu que, vous savez, même la façon dont la marine américaine est conçue, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet récemment, la marine américaine est, pour ainsi dire, encore une force des années 1990. C'était aussi simple que ça. Le fait est que la marine américaine est essentiellement une force des années 1970, si vous voulez, si vous l'examinez d'un point de vue opérationnel et stratégique. Et oui, la quantité n'est pas au rendez-vous. Ils ne sont pas capables de tenir le rythme en cas de véritable guerre. C'est pourquoi nous savons avec certitude qu'Israël a supplié les États-Unis de trouver un moyen pour que l'Iran cesse ce qu'il faisait, car l'Iran aurait complètement rayé Israël de la carte si cela avait continué. Et par conséquent, nous savons, comme c'est toujours le cas avec les récits occidentaux, que tout tourne autour, précisément, des récits. C'est toujours « Oh, mais Israël a perdu, je veux dire, l'Iran a perdu plus en termes monétaires. » Vous vous moquez de moi? Qui compte les coûts monétaires quand on est en guerre réelle et qu'on doit s'engager dans un échange de missiles? La seule chose qui compte, c'est l'efficacité. Combien de projectiles ont réussi à passer? Vous voyez, un leaker,
c'est ce qui passe à travers les défenses aériennes. Et le résultat pour Israël a été une catastrophe, essentiellement. Et cette catastrophe n'était pas seulement politique, mais aussi physique. Et encore une fois, à tous ceux qui pensent que je suis, vous savez, un type assoiffé de sang, je parle de porno de l'atrocité. Mais le fait est qu'il faut regarder le nombre de civils israéliens qui ont tout perdu. Vous voyez. Il y a eu, je ne me souviens plus du chiffre exact, 44 000 déclarations auprès des compagnies d'assurance, rien que pour la restauration de leur logement, appartements, maisons, tout ça. Donc ce qu'ils ont fait à Gaza, eh bien devinez quoi? Gaza est revenu vers Israël comme un boomerang. Et puis soudain, il y a ça, et mon cœur saigne pour tout le monde. Je déteste voir des civils souffrir, qu'il s'agisse évidemment des Gazaouis, qui sont soumis à un génocide par les Israéliens. Mais aussi, tous les Israéliens ne sont pas des maniaques génocidaires. Beaucoup le sont, mais pas tous. Et c'est comme, que puis-je dire, c'est une tragédie, mais encore une fois, la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est utiliser le récit pour masquer le retard technologique des États-Unis en matière de systèmes militaires et d'armement, ainsi que les répercussions politiques de tout cela. Mais oui, maintenant on a le gars qui veut le prix Nobel de la paix, comme je l'ai déjà dit. Donnez-leur. Je suggérerais que vous frappiez une énorme médaille en or. Et beaucoup de gens le suggéraient. Et vous savez quoi? Donnez-la au Pentagone, vous voyez? Et vous inscrivez sur cette médaille d'or une citation d'Obama, « La meilleure force de combat de l'histoire, qui n'a pas gagné une seule guerre depuis 1945. » Et même à l'époque, c'est parce que les Russes ont supporté l'essentiel du fardeau. Donc oui, on regarde ça comme, oui, ce bluff a été révélé. Et tout cela a essentiellement abouti maintenant à la conclusion organique et inévitable, le déclin de l'Occident. Et ce que nous voyons maintenant, et Israël en faisait aussi partie. Et maintenant, soudainement, même les Britanniques reconnaissent la Palestine, ce qui est étrange. Évidemment, ils pensent qu'ils sont si importants. Mais oui, c'est bien. C'est bien qu'ils aient reconnu la Palestine. Nous avons l'Espagne. Il semble que le Canada soit également mentionné. Oui, le Canada maintenant. Oui, le plus récent. Et le fait est que c'est ainsi qu'Israël va fondamentalement, je ne sais pas s'il va se désintégrer comme beaucoup le suggèrent, mais c'est certainement fini. La carte de l'Holocauste a expiré. Vous savez, la carte de la victimisation a expiré. En fait, c'est pour cela qu'ils ont toujours détesté les Russes. Je veux dire, par exemple, surtout ces Juifs de l'industrie de l'Holocauste qui profitent de cette manne aux États-Unis. On ne peut pas venir en Russie et dire « Oh oui, j'étais à l'Holocauste ». Eh bien, nous avons perdu 27 millions de personnes, la plupart des civils. Pleurez-moi une rivière. En fait, sans l'armée rouge, Auschwitz et d'autres lieux horribles n'auraient pas été libérés. Donc c'est une interaction assez complexe ici. Ils ont trouvé un bon endroit qui ignore la guerre, c'est-à-dire les États-Unis, qui ont été épargnés. Et en fait, ils en ont énormément profité. Ils ont surfé sur cette vague, surtout avec Hollywood. Personne ne va tourner un film sur le siège de Leningrad. Même les rares tentatives, comme Stalingrad dans Ennemi aux portes, c'était tellement mauvais que les Russes en étaient écœurés, rien qu'en le regardant. Par contre, il y a beaucoup de films sur l'Holocauste. Certains sont vraiment excellents. Quelques-uns sont même des chefs-d'œuvre, comme évidemment La liste de Schindler et Jacob le menteur, qui est un film exceptionnel sur l'Holocauste. Mais ils ne feront jamais ça sur les Russes. Ils ne sauraient même pas comment s'y prendre, et ils détestent les Russes. Voilà la réalité. L'Amérique est un pays parfait pour ça. André, je ne sais pas si tu as vu l'interview de ce colonel américain. Il fait partie des bérets verts américains. Il est allé en Palestine et a parlé de ce qu'il a vu là-bas, de ce dont il a été témoin. C'est incroyable. Tu vois, il n'y a aucune moralité.
Il n'y a rien là-bas qui soit pris en compte par les Israéliens. Et il force ces personnes qui essayent de nourrir et d'aider les autres à se comporter de la même manière. Il a dit que sur 400 centres qui fournissaient de l'aide à la population de Gaza, ils les ont réduits à 4 centres, tous situés dans les zones de combat, parce qu'ils veulent attirer les gens pour les frapper, pour les tuer. C'est un génocide. C'est le mot. C'est un holocauste. Ils voulaient un holocauste. Ils ont créé un holocauste là-bas. Ils sont en train de génocider la population palestinienne. Il n'y a aucune moralité dans l'État d'Israël. C'est un État génocidaire tel qu'il existe actuellement. Et à cause de cela, inévitablement, et c'est déjà en train de se produire, comme M. Crook l'a évoqué, la raison du changement de cette situation. Et encore une fois, ne vous y trompez pas, il y a encore beaucoup de personnes d'honneur et d'intégrité dans l'armée américaine. Et oui, s'il y va, et qu'ils essaient de découvrir ce qui se passe, ils sont terrifiés par les atrocités qui y sont commises. Mais son explosion émotionnelle, qu'on ne peut qu'applaudir, lorsqu'il a accusé les Juifs d'Israël de faire ce qu'on leur avait fait. Vous savez, c'était absolument, tellement chargé d'émotions que oui, ils commettent un génocide. Ils tuent des civils palestiniens de Gaza. Point final. Et à cause de cela, M. Netanyahou est un criminel de guerre. Et en gros, tout le cabinet, ce sont des criminels contre l'humanité. Et que puis-je dire? Peut-être qu'à la fin, simplement sous le poids du tollé inévitable, et peut-être que certains Juifs comprenant la morale, Israël pourrait cesser d'exister complètement, vous savez. Cela ne veut pas dire que les Arabes, pour lesquels, à part le mépris, je n'ai rien d'autre que du mépris pour les Arabes et les gouvernements arabes, valent mieux. Ce sont une bande de lâches, et vous savez, de gens corrompus, achetés, traîtres. Mais le fait est, oui. Gaza est un crime horrifiant du XXIe siècle commis par Israël. Nous devons garder cela à l'esprit et ne pas le perdre de vue. Maintenant, le fait que des pays importants, ne vous y trompez pas, ils restent importants pour la position globale, tels que, évidemment, l'Espagne et la France, qui est une puissance nucléaire, aussi pathétique que cela puisse paraître, mais c'est une puissance nucléaire, et d'autres, et les Russes, qui ont toujours reconnu, vous savez. Voilà, je pense que c'est tout. Nous les voyons vaciller, et il est grand temps que quelqu'un commence sérieusement à prêter attention à tout ce qui se passe. Les États-Unis, quant à eux, se sont complètement salis à jamais par leur soutien au génocide, et il n'y a rien à faire à ce sujet. C'est un pays moralement en faillite tel qu'il existe aujourd'hui. Et je ne sais pas quelle sera l'expiation pour cela. Mais tant que les États-Unis compteront 57 millions de chrétiens sionistes, dont la loyauté va à Israël et non aux États-Unis, et ce ne sont pas des chrétiens, tout ce qui touche à la Bible et au dispensationalisme n'est pas du christianisme, c'est un culte de la mort. Et tant que ces personnes auront un poids politique réel, y compris à travers les médias, dont évidemment, beaucoup sont détenus par des sionistes aux États-Unis. Eh bien, les États-Unis ont choisi cela pour eux-mêmes. Ils sont complices du génocide contre les Palestiniens. C'est aussi simple que cela. Eh bien, cela dépend de leur conviction de pouvoir battre le temps, de savoir s'ils peuvent réellement lancer une attaque et résister à la riposte, avant que l'Iran ne devienne imprenable grâce à une importante livraison de systèmes de défense aérienne russes et peut-être chinois. Donc, si l'Iran devient une cible difficile, alors c'est fini. Israël doit alors essentiellement continuer à s'acharner sur des nations plus faibles. Ce qu'il a fait dès que l'action contre l'Iran a pris fin. Il est retourné bombarder Gaza, annexer la Cisjordanie, bombarder le Liban, menacer divers autres pays de la région, semer le trouble dans le sud de l'ancienne Syrie, ce genre de choses.
Donc en gros, cela signifiera que l'Iran est une cible trop difficile et qu'on s'en prendra plutôt à des pays plus faibles. J'espère que s'il y a une prise de conscience à Washington, elle tiendra compte du fait que l'échec de l'Iran n'est pas une option, ni pour la Russie, ni pour la Chine, qui sont actuellement les deux principales puissances militaires mondiales, alors que les États-Unis déclinent rapidement. Mais existe-t-il une telle prise de conscience à Washington? Les gens là-bas sont essentiellement des membres du Congrès. Qu'est-ce qu'ils en savent? Et la communauté du renseignement s'est compromise de toutes les manières possibles et se bat maintenant pour éviter la prison, d'après ce que je peux voir. Et puis, la Maison-Blanche est peuplée de bénis oui-oui de Trump, parce que Trump n'accepte jamais un non comme réponse, quelle que soit la question. Donc en gros, les gens à la Maison-Blanche sont de très bons psychologues, mais ne savent pas ce qui se passe dans le monde. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si les États-Unis feront des efforts particuliers pour provoquer un nouvel incident ou pour en empêcher un. Je pense qu'ils referaient ce qu'ils ont fait la dernière fois, c'est-à-dire faire semblant d'avoir gagné et ensuite faire semblant d'avoir d'une manière ou d'une autre instauré la paix. Et donc, Trump est le faiseur de paix et devrait recevoir le prix Nobel de la paix, parce que c'est ce qu'il veut. Ne lui dis jamais qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Ce genre de choses. Rien de tout cela n'est très sérieux. J'espère, en revanche, que les Israéliens réalisent qu'ils ont eu leur chance de prouver qu'ils pouvaient tenir tête à l'Iran, et ils ont démontré qu'ils ne le pouvaient pas, que l'Iran peut à sa guise détruire Israël sans armes nucléaires. Donc, que l'Iran ait ou non des armes nucléaires est sans importance. Il dispose de suffisamment de roquettes pour faire d'Israël un non-pays, et Israël ne peut pas se défendre, et les États-Unis ainsi que le reste de l'OTAN ne peuvent pas le défendre non plus. Voilà, c'est tout. Le cas de Donald Trump, Dimitri, vous avez dit que les yes men de Donald Trump, n'est-il pas dangereux d'avoir ce genre d'attitude à cause de l'information? Quand on regarde Donald Trump et la façon dont il parle de n'importe quel sujet, que ce soit le Moyen-Orient, l'Ukraine, les BRICS, peu importe, il n'a aucune compréhension approfondie de ce dont il parle. Et il veut que les gens le suivent. Et comme vous l'avez mentionné, des yes men qui suivent tout ce qu'il dit. N'est-ce pas dangereux, à votre avis? Oui. Eh bien, ce n'est pas plus dangereux que ce qui se passe de toute façon. Permettez-moi de le formuler ainsi. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'avenir radieux pour les États-Unis, que Trump fasse quoi que ce soit ou qu'il reste simplement allongé au lit à regarder la télévision toute la journée. En fait, je pense que le pays s'en porterait mieux s'il ne se levait jamais du lit. Et il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Les États-Unis sont vraiment un pays chanceux. Ils ont eu un légume comme président pendant 4 ans, et maintenant ils ont un animal comme président pour 4 ans. Donc j'imagine que la prochaine étape pour les États-Unis, c'est d'avoir un minéral comme président. Un président Pierre de compagnie ou quelque chose comme ça. Cela ne ferait pas plus de différence. Si vous l'écoutez parler, il se contente essentiellement de débiter un salmigondi de mots, et il aime parsemer la conversation de chiffres. Et comme je l'ai dit, c'est pratiquement un générateur de nombres aléatoires. Donc les États-Unis ont donné 350 milliards de dollars aux Ukrainiens, et il ne sait pas où est passé cet argent. Et il ne cesse de répéter qu'il ne sait pas où est passé cet argent. Il aurait pu se renseigner entre-temps, mais non, cela ne l'intéresse pas vraiment. Ensuite, l'Union européenne a donné 100 milliards de dollars. Et puis, parmi les autres choses remarquables que je l'ai entendu dire, il y a le fait que les prix des médicaments aux États-Unis seront réduits de 1500%. Il l'a vraiment dit.
Or, nous connaissons un peu l'arithmétique, n'est-ce pas? Donc, que se passe-t-il quand on réduit quelque chose de 100%? Quel est alors le prix? C'est zéro. Comment peut-on aller en dessous de zéro? Est-ce qu'on va payer les gens pour qu'ils prennent des médicaments? C'est ça. Eh bien, cela montre que Trump n'est pas seulement atteint d'Alzheimer, mais qu'il est aussi incompétent en mathématiques. Il ne sait pas compter. Et la façon dont il balance des chiffres, c'est essentiellement une tentative populiste pour attirer l'attention sur lui, parce que la plupart des Américains sont eux aussi inaptes avec les chiffres. Ils ne savent même pas utiliser le système métrique. Donc si vous leur demandez combien pèse un gallon d'eau, combien de livres pèse un gallon d'eau, ils vous regardent juste d'un air vide, vous voyez? N'importe quel écolier dans le monde peut vous donner une réponse. Vous savez, combien pèse un litre d'eau en kilogrammes? C'est trivial. Donc ces gens aiment les chiffres, parce que les chiffres sont magiques. Et donc, Trump pratique ce genre de magie, mais ça ne veut rien dire en réalité. C'est juste du spectacle. Ce n'est même pas du théâtre, c'est du cirque. En réalité, cela ne tombe pas à zéro. D'une certaine manière, il devrait payer le client pour qu'il prenne le médicament qu'on lui donne. Oui, ils doivent payer des gens pour qu'ils prennent des drogues. C'est exact. En fin de compte, c'est là qu'il veut en venir. Dmitri, quand on parle des nouvelles attaques, je dirais contre les BRICS, regardez la façon dont ils trouvent toujours quelque chose pour attaquer le Brésil, par exemple. La politique intérieure du Brésil est en quelque sorte... Je ne sais pas pourquoi cela préoccupe. Pourquoi la politique intérieure du Brésil intéresse-t-elle Donald Trump? Parce qu'il semble qu'il veuille quelqu'un comme Milei en Argentine, au Brésil, quelqu'un qui soit totalement aligné avec les États-Unis, prêt à tout sacrifier pour le bénéfice des États-Unis. Mais dans l'ensemble, et ce que nous voyons avec l'administration Trump, regardez la façon dont il traite le Brésil. 50% de droits de douane. Ils s'en prennent à l'Inde avec 25%. Ils essayent de faire pression sur la Chine. Je suppose ils ne vont pas réussir, puisque nous connaissons les droits de douane et la façon dont la Chine a réagi face aux États-Unis. Mais après tout, en regardant la situation, la manière dont, à travers tous ces droits de douane secondaires, ils essaient de faire pression sur la Russie, le cas du flanc sud de la Russie, et ce qui se passe en Azerbaïdjan et en Arménie. Ils ont attaqué l'Iran. En observant la situation, c'est une attaque contre les BRICS. C'est quelque chose qui va au-delà de ce qui se passe au niveau régional, et vous pouvez vous concentrer sur l'Ukraine ou l'Iran. Mais la vue d'ensemble nous montre que les attaques sont plus importantes que ce dont nous parlons. Est-ce le cas selon vous? Is that the case in your opinion? Eh bien, ça peut être dans l'esprit de Trump, mais rien de ce qu'il essaie ne fonctionne réellement. Donc la Chine a dit, en gros non, nous sommes un pays souverain. Nous décidons de qui nous importons du pétrole et nous nous moquons de vos tarifs douaniers, peu importe comment vous les appelez. L'Inde a tendance à être plus flexible, mais en réalité, cela signifie que l'Inde est rusée. Donc ils diront d'accord, nous allons arrêter d'importer du pétrole de Russie. Nous allons commencer à importer du pétrole russe depuis la Mongolie. Vous voyez, il y a un drapeau mongol sur ce pétrolier russe. Donc, c'est du pétrole mongol. Et c'est comme ça qu'ils vont s'y prendre. Et ensuite, les gens de l'administration américaine vont se gratter la tête et essayer de comprendre comment sanctionner la Mongolie, qui n'a pas de pétrole et n'a pas de littoral. Vous savez, c'est un pays enclavé entre la Chine et la Russie. Mais c'est ainsi qu'il fonctionne. Et les résultats seront exactement les mêmes, car le point fondamental est que la Russie exporte 3,5 millions de barils de pétrole par jour,
et il n'y a pas de pétrole pour le remplacer. Maintenant, Trump a en fait dit l'une des choses les plus absurdes que j'ai jamais entendues, à savoir, l'Amérique a plein de pétrole et nous pouvons compenser. Il suffit d'ouvrir le robinet, etc. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas que le bassin permien est le seul qui montrait encore un peu de potentiel et que le rythme de forage y a chuté de façon spectaculaire. Et avec le pétrole de schiste, toute baisse du rythme de forage se traduit par une baisse de la production quelques mois plus tard. Et il n'y a aucun moyen de faire remonter ce niveau de production simplement en parlant. Il n'a pas ces leviers de pouvoir. Il ne contrôle pas cela. Donc, cela ne veut rien dire. Et en ce qui concerne une attaque contre les BRICS, eh bien, peut-être que dans l'esprit délirant de Trump, il pense que les BRICS peuvent être attaqués. Qu'est-ce que ça signifie, attaquer les BRICS? Les BRICS sont un club. C'est un club diplomatique. C'est un groupe de représentants de pays qui se réunissent et discutent de moyens de ne pas utiliser le dollar ou l'euro dans le commerce. Et ils ne font pas que d'en parler, ils le font. Ainsi, la Chine et la Russie n'utilisent plus le dollar dans leurs échanges. La Russie et l'Inde utilisent le rouble et la roupie, etc., avec beaucoup de succès. Car avec les systèmes de paiement modernes, il n'est plus vraiment nécessaire d'avoir une sorte d'autorité centrale de compensation contrôlée par Washington. C'est de cela qu'il s'agit avec les BRICS. Maintenant, Trump sent que le contrôle de l'économie mondiale via le dollar américain lui échappe. Eh bien, il l'a déjà perdu, et il n'y a rien qu'il puisse faire pour inverser cela. Voilà ce qui se passe avec la Chine et l'Inde, et peut-être aussi avec la Turquie. La Turquie est un point de transbordement important pour les ressources énergétiques russes. En ce qui concerne le Brésil, je pense que Trump est ami avec Bolsonaro, et Lula n'est pas ami avec Bolsonaro. Donc, Lula est mauvais et doit être détruit. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de Trump. Mais ce que ça signifie réellement en termes de politique ou autre, je n'en ai aucune idée. Probablement rien. 90% de ce que fait ou dit Trump ne signifie rien. Donc cela n'a vraiment aucune importance. Ainsi, le plan de Trump en ce qui concerne le dernier accord sur l'Ukraine était essentiellement de dire « Nous fabriquerons les armes et les Européens nous paieront pour les fabriquer, puis les transmettront aux Ukrainiens. » Et c'est un accord parfait, car les fournisseurs d'armes américains sont satisfaits, et c'est tout ce qui compte. Parce que il y a une élection qui approche aux États-Unis, et qu'il doit y avoir des rétrocommissions pour les membres du Congrès, grâce à tout l'argent qui circule via les sous-traitants de la défense. Sinon, d'où viendra l'argent pour la campagne électorale des partisans de Trump? C'était donc le plan magnifique, sauf que les Européens n'ont pas l'argent et que les Américains ne peuvent pas fabriquer les armes. Vous voyez, deux petits obstacles. Mais à part ça, un plan brillant. Mais pour tous ces plans, il faut comprendre que si vous avez déjà passé du temps avec un patient atteint d'Alzheimer, ils ne se souviennent généralement pas de ce qu'ils ont fait la veille. Alors, est-ce que Trump se souvient encore de ce qu'était la guerre avec l'Iran, ou de l'accord qu'il a négocié avec Ursula, ou de l'offre qu'il a faite aux Européens concernant les armes pour l'Ukraine? C'était il y a longtemps, en ce qui le concerne. Et sa mémoire se limite essentiellement au dernier extrait vidéo que ses collaborateurs lui ont montré. Il ne lit pas, il regarde des extraits vidéo. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Il ne lit pas. Alors on lui montre un extrait vidéo, on lui donne quelques idées. Ces idées le poussent à se pavaner, à faire semblant d'être un leader très intelligent, un gagnant, un négociateur. Puis il retourne manger sa soupe ou autre chose. Et vous savez, c'est ça sa journée. Je pense qu'il ressemble un peu à l'empereur romain Néron qui jouait de la lyre pendant que Rome brûlait. Eh bien, Trump joue au golf pendant que l'Amérique brûle. Voilà la différence.
That's the difference.